Bon début de la semaine à toutes et à tous. Avoir un moyen de transport à Kinshasa ce matin était un grand challenge. Pas été jusqu'à maintenant. Avoir un transport à Kinshasa, c'est pratiquement un challenge. Il faut non seulement avoir les moyens, mais il faut compter sur le moyen de transport qui se raréfie sur la route. La circulation est très complexe et due à la pénurie de carburant à Kinshasa. Nous l'imaginons bien aussi à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Quelles sont les causes de cette pénurie de carburant à Kinshasa? Nous allons nous interroger tout au long de cette émission avec notre invité, chercher à comprendre d'où vient ce problème et quelles sont les solutions palliatives à trouver pour que la situation redevienne normale par rapport à la circulation. Il y a beaucoup de conséquences par rapport à cette situation. Du coup, le prix du transport a été revu unilatéralement à la hausse par les transporteurs quinois et cela a des conséquences sur le pouvoir d'achat de la population. Déjà, nous traversons une situation assez complexe avec ce qu'on appelle l'inflation générale au niveau du marché à Kinshasa. Le pouvoir d'achat de la population est très menacé. Nous allons nous interroger, bien que n'étant pas des économistes, mais à notre niveau, comme scientifiques, comme intellectuels, nous allons tenter de trouver quelques explications pour vous aider à comprendre cette situation. Il y a une question orale avec débat à laquelle le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et décentralisation a échappé de justesse. Daniel Asselo a convaincu, à tant soit peu, les élus nationaux qui n'ont pas pu faire autre chose que de les laisser partir. Mais juste après, nous apprenons, selon de sources proches des élus nationaux, qu'il y a récolte des signatures pour une motion de défiance contre Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et décentralisation. Étais-je en train de le dire il y a un instant. Il reprochait à ces ministres issus de l'IDPS et l'immixtion dans la gestion de provinces de la République démocratique du Congo. Vous vous rappelez, depuis bien longtemps, nos provinces traversent une situation assez complexe, plus particulièrement celle du Sankourou, où nous aurons des élections à la date de 6 mai. Nous allons nous interroger et savoir pourquoi Daniel Asselo est-il abandonné à son triste sort. Pourtant, il est entouré de collaborateurs, des cabinets, membres du cabinet conseiller en communication, voire même certains communicateurs de l'IDPS. Est-il sacrifié par sa famille politique et ses propres collaborateurs? C'est la grande question que nous allons nous poser. Va-t-il encore une fois échapper à cette tentative de motion de défiance? Parce que jusque-là, la motion n'a pas encore été déposée au bureau de l'Assemblée nationale. Et puis il y a la situation RDC, Rwanda. Nous recevons un expert en matière de relations internationales, même si cette question d'actualité semble être assez périmée, mais au moins nos relations très délicates avec la République de Mille Collines méritent d'être analysées, d'être questionnées tout le jour pour vous permettre non seulement de comprendre, mais éclairer certains dirigeants. Peut-être qu'ils n'ont pas de stratégie pour trouver des solutions à cette problématique. Quid de la vision du président de la République? Il y a des gens qui soutiennent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais qui n'ont pas les langues dans la poche. Ils sont nombreux comme ça. Nous allons recevoir un d'entre eux qui est initiateur d'un parti politique en gestation. Il s'agit de mon compatriote Timothée Chaumba Choucha, avec qui nous allons analyser toutes ces questions d'actualité. Timothée Chaumba Choucha, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Chaumbo Choucha. Chaumbo Choucha. Chaumbo. Chaumbo Choucha. Voilà. Je rappelle que vous êtes basé en Bruxelles, au Royaume de Belgique. Vous êtes de passage au pays. Nous profitons quand même pour vous faire parler parce que très souvent vous faites le buzz sur les réseaux sociaux avec vos analyses très scientifiques, mais aussi vous intervenez dans certains médias de la place, notamment la radio Okapi. Comment allez-vous? Comment va la diaspora? Très bien, la diaspora dans sa pluralité se porte très bien. Vous savez que les questions politiques, surtout lorsque approchent les élections, nous avons toujours des tendances et c'est ça la démocratie. Donc il y a une partie de la diaspora qui est proche de l'actuel régime du président Félix Tshisekedi. Il y en a qui se retrouvent de la Mouka, il y en a qui se retrouvent du MPR de Mobutu. Il faut le dire, ils abordent
les emblèmes de Mobutu. Il y en a qui sont proches à l'ancien régime de Joseph Kabila, mais aussi de Laurent Désiré Kabila. Il y a aussi les non-alignés qui ne s'intéressent pas à la question politique, mais qui ont une influence d'une façon ou d'une autre sur d'autres sphères, notamment sur des questions de sécurité, des questions économiques, mais également sur le plan social. Il y a beaucoup de Congolais de la diaspora qui investissent ici. Et donc, bon, je ne parlais pas ici au nom de la diaspora, je parlais en mon nom personnel. Vous parlez à votre nom personnel, Timothée Tchao Mbachucha, je prononce bien les noms. Il y a un petit souci, c'est-à-dire l'image de la diaspora congolaise ici au pays est quand même assez écornée au vu des scandales que nous avons vus à la présidence et de la part de nos compatriotes venus de la diaspora pour aider Félix Tshisekedi à diriger le pays. Est-ce qu'aujourd'hui on peut penser que Félix ne s'est pas entouré de la bonne diaspora, mais plutôt d'une diaspora de la merde, parce qu'on a vu assez de scandales comme ça de la part de ceux qui accompagnent le président, mais qui sont venus de la diaspora? Je n'emploierai pas le terme une diaspora ou des collaborateurs de la merde. Je n'ai pas non plus la capacité de juger les choix des collaborateurs du président de la République, mais je vais rappeler en même temps qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. C'est le chef qui connaît ses collaborateurs, c'est lui qui les choisit, et que donc, si lui-même qui se plaint par 2 fois, que ce soit en termes de la communication ou d'autres questions, il a dit la plus grande difficulté qu'a un chef d'État, et il tentait même de comprendre la difficulté qu'avait Joseph Kabila, son prédécesseur, c'est de s'entourer de bons collaborateurs. Donc, parce que celui qui a le pouvoir de nommer, c'est lui qui a aussi le pouvoir de destituer. Si au bout de 3 ans, il estime que ses collaborateurs dans X domaines stratégiques, communication, juridique, etc., n'ont pas été à la hauteur, c'est à lui de frapper. C'est tout. C'est celui qui est le seul comptable devant la population. Donc il n'y a pas à accuser quelqu'un ici. Alors j'ai trouvé à Kinshasa une forme de diasporophobie, je peux dire ça comme ça. Moi j'ai dit tout simplement que dans la diaspora, nous avons plusieurs catégories de gens qui sont allés paresseux, ils n'ont pas étudié, ils n'ont rien fait, bon, ils ne travaillent pas. Il y en a qui ont poussé avec les études, vous savez que les études, c'est toute la vie qu'on apprend. Il y en a qui ont versé dans les affaires. Donc, nous sommes différents. Et comme tous nous intéressons à la question politique, les uns et les autres peuvent se retrouver d'une façon ou d'une autre en fonction de leurs acquaintances dans la sphère politique décisionnelle parfois. Comme je l'ai dit tantôt, lorsque un membre de la diaspora tombe dans les cas des questions qui sont réprimées par la loi, nous avons des cours et tribunaux et la justice doit être faite. Donc c'est pas parce qu'on vient de l'Europe, des États-Unis, du Canada, ailleurs, qu'on est super congolais. C'est vous, nos parents ici au Congo, c'est vous, la famille, qui nous avez supportés pour aller étudier. Lorsque nous retournons, faut pas qu'il y ait un comportement. Il y a tout ici, nous avons tous les postes, le Congo est un grand chantier, donc je ne veux pas ici une diaspora qui vient pour s'emparer des postes qui seraient destinés à une autre catégorie de Congolais. Non. Tout Congolais qui est capable de faire quelque chose quelque part peut être recruté. Il peut être ici. Il y a des très bons journalistes ici, il y a des très bons médecins ici, il y a des très bons politologues ici qui sont formés au pays, qui peuvent être utilisés dans X ou mission. Mais je ne crois pas que la diaspora, il est vrai qu'avec le régime de Félix Tshisekedi, la diaspora a été vachement accusée. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est à lui de taper du poing sur la table. Mais il ne tape pas. Donc il va rendre compte. Parce que nous sommes le patron de Félix Tshisekedi, c'est nous le peuple congolais. Nous lui avons confié 5 ans. Donc à la fin de 5 ans, nous dirons, messieurs, venez ici. Alors qu'est-ce que vous avez fait avec ça, avec ça, avec ça? Donc c'est au président de se réveiller à un moment donné pour taper du poing sur la table. Il l'a déjà fait lorsqu'il a rompu son alliance avec le FCC. Il a commencé à tracer la ligne, mais il ne doit pas, et il n'est pas l'obligé de ses collaborateurs. C'est lui qui doit tracer la vision. C'est lui qui a présenté au peuple congolais un programme dont il doit défendre le bilan. Donc s'il continue dans cette allure, ça sera une sanction qui ne sera pas positive. Et je rappelle ici que ce n'est pas le fait qu'un régime au pouvoir organise les élections qu'il est nécessairement entendu qu'il gagne les élections. Nous avons la jurisprudence de Joseph Kabila qui a organisé les élections et qui est tombé. En Zambie, un président Dikar Lungu qui a organisé les élections, qui est tombé. En France, François Hollande a organisé les élections. Il est tombé, même si là-bas, il y a des institutions totalement indépendantes qui ont organisé. Donald Trump a perdu les élections. Donc, il peut arriver qu'un régime en fonction, qui n'est qu'à son premier mandat,
faute d'avoir fait attention de taper du poing sur la table, puis organiser les élections et le perdre. Le président de la République se réveiller et c'est maintenant le temps. Très bien, nous allons vous retenir sur cette question du président de la République pour profiter de vous poser la question sur le bilan. Beaucoup de gens pensent que le bilan du président est largement négatif après 3 ans. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il aura le deuxième mandat? Je ne pense pas. Lorsqu'il faut dresser le bilan du président Tshisekedi, il faut voir d'où nous venons. Alors, le bilan, c'est dans quel domaine? Si nous prenons au sens global du terme, je dirais d'abord et avant tout que lorsque nous étions en Europe, à chaque manifestation, 20 morts, 30 morts, 40 morts. À chaque manifestation, une dizaine de morts. Moi-même, je me rappelle, chaque fois on échangeait avec vous pendant que vous étiez en train de vous cacher dans les rues parce que lacrymogène, etc. Le fait que le président Félix Tshisekedi ait mis de côté un régime qui a provoqué des fausses communes, un régime qui a fait la prédation. Vous avez reçu un député qui porte souvent le oui, que j'apprécie énormément dans ses analyses, même si je ne les partage pas toutes. Il a parlé d'une chose très importante. Nous avons perdu 50% du sol congolais. Là où nous sommes là, nous avons la RDC a perdu 50% de son sol. Et ça, c'est avec le régime Kabila. Donc, Félix Tshisekedi, qui a mis de côté ce régime sans aucun coup de balle, a réussi, de mon point de vue, à 50%. Mais là où il n'a pas encore bien travaillé, c'est dans le social. Et dans le social, le président peut bien faire. Sauf que, pour beaucoup de décisions qui sont prises, il n'y a pas le suivi et donc il n'y a pas un résultat positif. Donc, on organisera une émission, même contradictoire prochainement, sur la question de bilan. Dernière question, toujours sur le bilan, vous donnez 50%. Il y en a qui estiment que c'est en dessous de 50% le bilan du président de la République. Programme 100 jours, beaucoup de gens pensent que c'est un échec. Le programme Tshilé-Gelou, d'ailleurs le programme 100 jours aboutit par un détournement historique. Jusqu'aujourd'hui, les Congolais ne sont pas à mesure de savoir ce qu'on a fait de leur argent. Il y a le programme Tshilé-Gelou, encore un échec, toujours détournement. Il y a Kinshasa zéro trou, il y a les 145 territoires. Beaucoup de gens restent très pessimistes par rapport à ça. Il y a la gratuité de l'enseignement, inventé une bonne mesure, mais qui a souffert de beaucoup de problèmes, notamment celle liée au suivi. Vous avez vu au niveau du Kasaï, une jeune fille a interpellé le président de la République sur l'absence de la gratuité. Ce sont là les programmes phares. C'est les 145 territoires, c'est pratiquement... ça sera impossible de les réaliser en une année et demie. Beaucoup de gens partent de ces programmes phares pour dire que globalement, le bilan est en dessous de 50%. Oui, mais de leur point de vue, encore que dans ce pays, nous n'avons pas un institut crédible de sondage, donc je me réserve de commenter un point de vue libre des compatriotes. En ce qui me concerne, tout ce que vous venez d'énumérer rentre dans le volet social, que ce soit le Tshilé-Gelou, que ce soit les programmes de soins, c'est le social des maisons sociales des militaires. Ça devait s'étendre avec les maisons sociales des policiers. Il y a aussi un bilan que l'on peut dresser sur l'aspect sécuritaire. Donc il y a le bilan, c'est pas que dans un domaine, il y a plusieurs domaines d'intervention dans lesquels le président intervient à travers les institutions et le ministère. Oui, le programme de 100 jours a échoué. Et oui, j'affirme encore une fois que le président porte la responsabilité parce que ce programme s'est arrêté. Très bien. Il fallait poursuivre. En ce qui concerne Tshilé-Gelou, oui, le président lui-même a fait les tours du Grand Kasaï. Il a vu d'ailleurs que certains de ses collaborateurs n'ont pas été à la hauteur de leur mission. Et donc, oui, je réaffirme à nouveau qu'il faut qu'il sanctionne. Que ce soit le problème de gratuité de l'enseignement, c'est un problème de planification. Il a fallu planifier tout simplement et canaliser les recettes là où il fallait. Bon, Kinshasa zéro trou, je me suis toujours interrogé pourquoi est-ce que les députés provinciaux ne se saisissent pas de la question. Il faut savoir que le président de la République n'est pas le seul comptable. Vous avez par exemple à Kinshasa, le président de la République n'a aucune capacité de destituer un gouverneur. C'est les députés provinciaux. Je vous donne un exemple banal. J'apprécie énormément notre artiste comédien, je ne sais pas ce qu'il fait réellement, Grand P qui est venu ici. Je l'apprécie énormément parce que la nature a été injuste avec cette personne et qui a imaginé comment il ne devait pas faire parler d'elle. Mais je me suis posé la question de savoir sur quelle ligne budgétaire l'arrivée de Mme Edoxy et Grand P a été votée. Par l'Assemblée provinciale ou par quelle réunion du Conseil des ministres. Ça a coûté combien?
et surtout, quelles sont les retombées du passage de ces comédiens chez nous? C'est des questions comme ça que les gens qui pensent servir le président de la République sont en train de les jeter en pâture. C'était à l'Assemblée provinciale de s'en saisir et interpeller Ngobila avec ses collaborateurs pour savoir pourquoi ils peuvent se jouer avec les fonds des compatriotes congolais. Mais cela ne s'est pas fait. Le président de la République, respectueux des textes de l'État, ne peut pas se réveiller un matin et puis, bon, il fait une lettre et destitue le gouverneur. C'est un travail qui revient à l'Assemblée provinciale. Et là encore, je dis, bravo quelque part au président, mais je ne jette pas le chapeau, je n'enlève pas mon chapeau aux députés provinciaux qui n'ont pas joué leur rôle. Très bien. Pour finir, j'ajoute des aspects par rapport toujours au bilan du président de la République, même si vous avez exprimé le souhait de venir en parler à long et à large au volet sécuritaire. On n'en parlait pas parce que déjà l'état des sièges est en train d'échouer. On va en parler tout au long de l'émission avec l'agression rwandaise. Volet justice, c'est encore un autre problème. Mais parlons un peu de la pénurie des carburants à Kinshasa. Vous êtes à Kinshasa. Je crois que c'est le cas aussi en Europe, France, Bruxelles, France, Angleterre, Italie, voire même Pays-Bas et à travers le monde. Il y a pénurie de carburant à Kinshasa. Ce matin, nous avons beaucoup souffert pour gagner nos lignes de travail. D'après vous, il est vrai que le problème il est au niveau international, mais qu'est-ce qui devait être fait au pays pour que finalement nous ne puissions pas ressentir le choc de cette pénurie des carburants? Je ne suis pas économiste, vous l'avez présenté, je m'occupe de questions de résolution des conflits, de questions de guerre et rapports de force dans le monde, mais des questions de coopération rentrent aussi dans mon domaine et que donc je peux en parler en toute liberté. En deux mots. Voilà. Premier élément, il fallait tout simplement anticiper. Pour savoir que les États qui nous fournissent du carburant connaîtront un problème avec la crise entre la Russie et l'Union européenne, en fait, et l'Occident. Et donc j'ai l'impression qu'ils n'ont pas anticipé. Or, les pays comme la RDC, comme l'Angola, comme Congo-Brazzaville, comme le Gabon, ne sont pas des pays qui devront dépendre du carburant de l'extérieur, en principe. On a suffisamment de réserves. On a suffisamment de nappes pétrolières. Nous avons suffisamment. C'est parce qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de réformes institutionnelles pour exploiter avec conscience ce que nous avons. Et vous savez, un autre élément, c'est que le carburant, nous profitions aussi du carburant, du pétrole qui vient de l'Angola. C'est fermé. Il y avait une décision qui a été prise, qui aurait été prise, je ne vais pas le conditionner parce que je n'ai pas tous les éléments, c'est un phénomène que nous avons rencontré ce matin en sortant de nos lieux d'habitation. Mais lorsque j'ai interrogé les automobilistes, ils disent non, il n'y a plus de carburant qui rentre de l'Angola. Un pays comme la RDC, nous devons diversifier notre économie et ouvrir le chemin à toutes sortes de coopérations. Alors, le carburant qui vient de l'Angola, travailler avec le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, pour que le trafic au niveau de Beach Ngobila soit à nouveau réouvert et opérationnel, et revoir comment avec l'Ouganda ouvrir pour que vous verrez qu'à ce moment-là, que ce soit du Katanga, du nord et sud Kivu, il y a entrée de carburant de Brazzaville et de Lufu, dont la frontière même Mwanda, etc., avec l'Angola, nous avons du carburant. Et donc, même s'il y a un choc sur le plan international, ces pays qui exploitent, qui produisent eux-mêmes leur carburant, et même nous-mêmes aussi, nous devons activer avec notre propre production, nous n'aurions pas dû sentir ce choc. Donc, c'est un problème d'anticipation, parce que gouverner, dit-on, c'est prévoir. Ouais. Donc, il revient, nous verrons ce que le ministre des hydrocarbures et le Premier ministre et le chef du gouvernement vont devoir décider dans les heures qui viennent, parce qu'à Kinshasa, au moment où, comme vous l'avez soulevé, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et puis on aurait appris toujours de sources dignes de foi qu'on aurait bloqué les quelques fournisseurs de carburant du secteur privé sous prétexte qu'ils sont proches de l'ancien régime. On parle ici, par exemple, des GAL, ou soit de Maman Olive ou de Jeannette Kabila, qui auraient des compagnies pétrolières, mais qui sont bloqués par certaines autorités du pays au fait qu'ils sont proches de l'ancien régime. Oui, les informations que vous l'avez très bien fait en professionnel d'en parler au conditionnel. Moi aussi, je veux faire la petite analyse au conditionnel. C'est qu'on aurait donné le monopole de vente de carburant RDC à CEP Congo, qui est notre société. Sauf qu'à l'heure actuelle, donc, on interdit à ce moment-là l'importation.
Or, certaines sociétés dont vous citez les propriétaires ou les actionnaires seraient spécialisées dans l'importation, c'est-à-dire dans le pétrole qui vient de l'extérieur. Donc, ce qui crée un petit problème parce que la CEP Congo n'est pas en mesure de dispatcher, de couvrir le besoin tant au niveau de la capitale qu'à l'intérieur du pays. Est-ce que c'est vrai que ces opérateurs sont frappés parce qu'on a interdit l'importation? Ça peut être vrai. Est-ce que la CEP Congo est capable de nous couvrir avec certaines sociétés privées dont Total et Engen, etc.? Non, la CEP n'est pas capable, n'a pas une logistique qu'il faut. La preuve, c'est que tout est bloqué partout. Il y a moi, j'ai pris 3 taxis pour arriver ici. Donc, voilà, la situation n'est pas bonne. Il faut diversifier l'économie. Et diversifier l'économie veut dire les secteurs publics et privés. Avec la détérioration du cadre macroéconomique, Timothée Chaumba Choucha, la pénurie des carburants à Kinshasa entraîne automatiquement la hausse de prix des transports, mais nous savons tous que le pouvoir d'achat de la population est très faible. Est-ce que le fait que cela porte un choc sur le social du peuple congolais, cela n'aura-t-il pas des conséquences réelles sur la réélection du président de la République, parce qu'on est à la veille des élections de 2023? Je ne vais pas vers la réélection du président de la République, je vais vers les solutions qu'il peut apporter maintenant pour que cette question ne soit pas... Parce qu'effectivement, les Congolais sont frappés déjà dans leur portefeuille, parce que le prix du transport va augmenter, parce qu'il y aura rareté de denrées alimentaires, parce que la province du Bas-Congo, comme du Bandundu, et même la grande route naturelle, la route du fleuve Congo, n'auront pas assez de marchandises, denrées de première nécessité qui vont rentrer à Kinshasa. Donc, qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Je ne vais pas m'ériger en donneur de leçons du gouvernement. Ils ont des ministres sectoriels. S'ouvrir la coopération pour que les carburants d'importation qui a été frappé d'interdiction soit levé. Cette mesure-là doit être levée pour que nous ayons du carburant de partout. Nous aurons... Cette asphyxie va s'évader et que donc la circulation va recommencer. Donc le président pourra à ce moment-là, s'il prend une de bonnes décisions avec son gouvernement, voir cette question-là être bien notée. Comme on dit à l'école, TB, très bien. Très bien. Mais s'il ne le fait pas, ce ne sera pas bien et donc la conséquence seront fâcheuses. Très bien. Le ministre Moudimbu joue-t-il réellement son rôle? C'est quand même une question assez directe. Je ne crois pas que vous... Non, je crois qu'il n'a pas joué bien son rôle parce que s'il l'aurait bien joué, on ne connaîtrait pas cette pénurie. Moi, je viens de donner les mécanismes pour lesquels on ne pouvait pas manquer du carburant. L'Angola produit, d'ailleurs à côté de notre nappe pétrolière. Nous-mêmes, nous produisons à Mwanda. Alors, Brazzaville a des grandes raffineries. Nous avons nos compatriotes du Gabon. Nous sommes entourés avec 2 pays. Nous-mêmes, nous produisons, mais nous avons des pays qui ont le pétrole comme principal produit qui influe le produit extérieur brut. Donc, voilà. Nous devons ouvrir très vite. Nous avons la coopération régionale. Activons cette coopération pour que cette crise de pétrole ne nous atteigne pas. Très bien. Merci beaucoup pour ces analyses. Je vous prie de demander à nos amis de diminuer un peu la voix parce qu'on tourne l'émission, on risque d'avoir trop de bruit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on va changer de chapitre, on va parler un peu du contrôle parlementaire. Vous savez très bien que tout récemment, la majorité Union Sacrée a sacrifié l'un de ses fils. Il s'agit de Jean-Marie Kalumba, ministre de l'économie, qui a été déchu pour la toute première fois de l'histoire de la République démocratique du Congo de voir l'Assemblée nationale déchoir un ministre en fonction. Mais la série nous donne l'impression de continuer. Daniel Asselo est allé répondre à une question orale avec débat lui adressée pour plusieurs raisons. Il y a notamment immixtion dans les affaires de province, mauvaise gestion des crises dans les assemblées provinciales et dans les exécutifs provinciaux. Vous connaissez très bien que plusieurs de nos provinces traversent des situations de crise. Mais la situation ne semble pas s'arrêter là. On apprend des sources sûres, proches de l'Assemblée nationale, qu'il y aurait une motion en gestation contre le VPM de l'intérieur et sécurité, affaires coutumières et décentralisation. Au moins une 70 de signatures sont déjà récoltées pour
une motion de censure de défiance qui sera déposée pour les déchoirs Timothée Chaou Bachoucha. On vous a vu dernièrement lors de la plénière au cours de laquelle le VPM Acelo a apporté des explications au niveau des élus par rapport aux questions qui lui étaient adressées en rapport avec la question orale avec débat. Est-ce que vous avez l'impression que les députés n'étaient pas suffisamment éclairés, que la récolte des signatures qui s'est fait actuellement exprime tout simplement les manques de satisfaction des élus par rapport aux explications fournies par les VPM? Merci pour cette question. J'aimerais d'abord de prime abord préciser ici que je ne vais pas membre du cabinet du vice-premier ministre Maître Daniel Acelo, que je viens parler comme tout analyste politique sur cette question qui a été une question houleuse et qui l'est jusqu'à présent, parce que vous parlez d'une notion de défiance qui est en gestation de plus de 70 signatures sur 50, comme d'habitude. Mais il faut d'abord parler sous la forme. Il faut savoir que c'est des coutumes parlementaires que les élus du peuple exercent leur contrôle sur les élus. Cela répond à un principe de gestion triangulaire de l'État. Le peuple a des besoins, il transfère un certain nombre de compétences à une catégorie de gens, notamment la compétence d'élection, c'est-à-dire nous participons à une démocratie participative, donc on a des élus. Et nous avons aussi des gens qui ont le pouvoir, c'est-à-dire des élus qui composent un gouvernement qui est l'émanation de cette assemblée, et que donc le peuple confie les impôts à ces gestionnaires qui réalisent le projet, qui les profitent. Voilà la gestion triangulaire de l'État. Et que donc à un moment donné, il faut qu'il y ait contrôle. Donc le vice-premier ministre, Daniel Acelo, comme les autres ministres du gouvernement, c'était soumis à ces contrôles parlementaires. Ça, c'est un premier élément qu'il faut souligner. Un deuxième élément, il faut souligner que depuis la série des tenues des élections, commençons par le processus de 2006 jusqu'à présent, il n'y a aucun ministre qui a été déchu parce que par l'Assemblée nationale ou par le Sénat. Tout simplement, surtout l'Assemblée nationale qui a le pouvoir de sanctionner, il n'y a pas eu cette fois-ci des consignes ni des mots d'ordre venant de la majorité. Et ça, c'est très important de le souligner. Un élément positif. Un élément positif en démocratie. Le président de la République n'a pas donné des consignes. Le Premier ministre Sama Lukonde n'a pas donné de consignes. Le secrétaire général de l'UDPS ou même le secrétaire général de l'Union Sacrée n'a pas donné des mots d'ordre. De sorte que le ministre, qui est membre de l'Union Sacrée, est tombé. Et successivement après, le ministre, le vice-premier ministre Daniel Acelo a été interpellé et il s'est soumis volontairement à cette règle, à cette exigence parlementaire. Donc ça, c'est dans la forme. Dans le fond, je ne crois pas que les députés n'ont pas été satisfaits, parce que vous l'avez rappelé, j'étais dans la salle, qui a eu des salves d'applaudissements. Parce que le vice-premier ministre on lui a reproché de s'immiscer dans les affaires de la province ou une gestion tendancieuse. Il a soulevé toutes ces questions-là. Il a donné des exemples. Je vous donne en revue 2 ou 3 exemples, mais dans quelques minutes. Il est le patron de l'intérieur, c'est-à-dire décentralisation, administration d'ailleurs, affaires coutumières, etc. La gestion même au quotidien de la province. Il convoque, parce qu'il y a une crise dans le gouvernement du Sud Kivu, il convoque à Kinshasa le gouverneur, le vice-gouverneur et le président de l'Assemblée. Mais le vice-gouverneur refuse de venir répondre auprès de son patron numéro 1. Il a posé la question aux députés. Comment on gère les subalternes qui est indiscipliné? Il a pris une sanction, une mesure conservatoire. Il l'a suspendu. Et il n'y a qu'après cette suspension que ce monsieur s'est rendu à Kinshasa et la question était résolue. À la place du vice-premier ministre, qu'est-ce que les députés, qui pouvaient être eux, vice-premier ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qu'ils devaient faire? La question du Sankourou. Vous savez que le gouverneur Joseph Stéphane Mukumadi a été déchu et il fallait, comme la loi le dit, désigner l'intérimaire qui assume, je dis l'intérim, et qui assure les affaires courantes. Quand bien même ce monsieur se présentait aujourd'hui aux élections pour succéder les candidats. Donc c'est un certain nombre de choses comme ça. Lorsque la Cour constitutionnelle prend une décision, le vice-premier ministre n'a pas droit de récuser une décision judiciaire. Et donc il confirme par un communiqué la décision qui a été prise par des cours et tribunaux. C'est dans ces questions-là que le vice-premier ministre s'était illustré par ses réponses. Il y avait la question d'insécurité. Je rappelle ici... Avant de parler d'insécurité, je
voudrais vous attendre sur la crise au Lualaba. Depuis que Richard Muyej a été invité à Kinshasa, il n'est jamais rentré. Qu'est-ce qui se passe? La question Muyej, vous savez que je venais d'arriver, la question Muyej est une question qui a été résolue, je crois, par les... S'il est encore à Kinshasa, c'est parce qu'il est retenu par les instances de l'État. Vous savez qu'il y a un certain nombre de... Et c'est pour combien de temps? Et un certain nombre d'enquêtes. Lui-même était très malade pendant une très longue période. Et quand il est rentré à Kinshasa, il s'est rétabli. Hein. Il s'est rétabli. Il est à la disposition de la justice. Voilà. Je crois que la situation de Lualaba est une situation qui est en train d'être résolue, comme la situation de 14 autres provinces dont on trouvera d'ici là élection de gouverneurs, etc. Donc ce sont des questions pour lesquelles le vice-premier ministre a pris des mesures ensemble avec la CENI parce qu'il a transmis le dossier auprès de... Voilà, prenons le volet sécuritaire. Le volet sécuritaire, est-ce que Daniel Acelo a été convaincant? Oui, il a été convaincant. D'abord, il a soulevé le bilan, en fait, la situation qu'il a trouvée sur toute l'étendue du territoire national. Vous savez que ce soit le président de la République comme lui, le vice-premier ministre Daniel Acelo dans son secteur, ils ont hérité de plus de 145 groupes armés. Aujourd'hui, nous faisons face principalement au M23, FDLR, Codeco, ADF et quelques groupes résiduels. C'est un travail qui est en train d'être fait, on ne le dit pas assez. Oui, mais il y a aussi dans les provinces l'insécurité qui est souvent causée par des acteurs politiques dans cette guerre de leadership. Il a même soulevé la question du Sankuru. Oui, il y a beaucoup de milices. Hein, voilà. Il y a beaucoup de milices. Aujourd'hui, il a même pris une mesure, surtout dans le territoire de l'Oudja, où il a pris la mesure de suspendre certains territoires, dont il va procéder à la nomination d'ici là, comme d'autres dans la petite territoriale. Donc c'est des questions qu'il a donné des réponses clairs aux députés qui ont répondu par des salves d'applaudissements. Un autre élément très important d'ailleurs, le vice-premier ministre, tout en étant humble, il a même frappé très fort parce qu'il a même stigmatisé son propre cabinet. Il a dit que oui, j'ai appris que mon protocole ne vous recevait pas, vous les élus, duquel moi j'émane, parce que je fais partie du gouvernement qui est l'émanation de cette chambre basse du Parlement. Et donc il a consacré, et ça c'est inédit, il a consacré la journée de mardi pour recevoir les élus du peuple. Donc c'était un cadre de concertation. On a dit que Daniel Acelo ne prenait pas son téléphone, il s'affoutait de tout le monde, il se vantait un peu de son statut de VPM et qu'il n'avait rien à foutre avec les élus, voire même son parti. Il n'a pas de très bonne relation avec les secrétaires Augustin Kabouya. Il devait attendre personne au nom de son statut de VPM. Je ne crois pas. On le traite un peu d'arrogance, un peu de prétention. Je ne crois pas, parce que lorsque je suis allé le consoler, parce qu'il a perdu un proche à lui, l'avant-dernier dimanche, je l'ai eu lui-même au téléphone, et plusieurs fois. Donc, parce que vous êtes son frère. Non, je ne suis pas de la famille biologique de la même province. Nous sommes de la même province du Sankuru, nous pouvons partager peut-être le même territoire, mais je ne suis pas de la famille biologique du vice-premier ministre. Donc, ce sont des accusations des détracteurs. Mais ce qui est plus important ici, c'est les mesures qu'il a prises. C'est créer un cadre de concertation, tant avec les élus du peuple, mais aussi avec des élus de la province du Sankuru, de laquelle il est issu, parce qu'il y a une crise persistante. Donc, c'est quelque chose d'inédit depuis que notre pays existe, qu'un vice-premier ministre réserve une journée consacrée essentiellement à écouter les élus du peuple, qui, eux, descendent dans leurs vacances parlementaires, récoltent les désiderata de ce peuple, transmettent par les recommandations par les rapports parlementaires qu'ils font dans leurs commissions, mais également ils recommandent à l'exécutif d'exécuter les besoins du peuple. Et donc ça, c'est quelque chose d'encouragé. Alors, par rapport à la... On a vu un peu d'émotion dans les chefs du vice-premier ministre. Hein. Le premier jour où il a été sur la sellette, sa sortie médiatique qualifiée de ratée par beaucoup de personnes. Est-ce qu'il est redevenu cet homme d'État qui n'aura plus de l'émotion devant les caméras? Oui, mais même Jésus, à un moment donné, il a pris un fouet, il a chassé tout le monde qui était dans les temples en train de vendre les pigeons. L'apôtre Pierre a enlevé l'oreille de Malchus parce qu'on voulait arrêter son maître Jésus. Donc, je vis le président français Emmanuel Macron qui a dit je voudrais emmerder un petit peu les gens. Donc, c'est un être humain. Or, si tout être humain est faillible, or, Acelo est un homme, donc il est faillible. Il peut arriver à un moment donné. Mais ce qu'il disait dans tout, bien qu'il était, c'était un Moutetela, c'était un Sankura, c'était un Lumumbiste. Et vous vous rendez compte,
c'est d'abord dans son territoire qu'on est en train d'égorger des gens, qu'on est en train de tirer sur des populations. Et ceux qui sont en train de tirer les ficelles, il y a même des rapports qui ont existé, des rapports parlementaires de régime du président Félix Tshisekedi, qui ont cité des élus qui étaient dans cette salle-là, comme ceux qui sèment des troubles dans le territoire de l'Odja. Donc, il était, au-delà du fait qu'il est vice-premier ministre, mais c'est quand même le fils de quelqu'un, c'est quand même quelqu'un qui sort d'un territoire, d'un coin de la République. Oui, il a haussé le ton, oui, il a présenté ses excuses parce qu'il a haussé les tons, mais il a rappelé, il est resté ferme pour dire il faut résoudre la question. C'est même pour ça qu'il a dit retrouvons-nous, nous, fils du Sankourou, pour qu'on traite souvent de ces questions. Donc l'insécurité est aussi le fait des acteurs politiques eux-mêmes, mais qui sont de la majorité du président de la République. C'est cela la question. Et le vice-premier ministre, s'il ne pouvait pas intervenir, on pouvait le qualifier d'incompétent. Mais vous savez ce qui s'est passé? Les députés ont applaudi. Et donc, même Jean-Pierre Kayembe, qui a soulevé la question, cette question orale avec débat, a dit qu'il était satisfait. Et que donc, toutes les recommandations, même dans la régulation des motocyclistes à Kinshasa, l'Assemblée nationale était totalement satisfaite. Et moi, je ne comprends pas d'où vient la nécessité d'une motion de défiance. Et alors, vous dites que les gens étaient satisfaits, mais entre-temps, nous avons des informations comme quoi il y aurait déjà près de 70 signatures réunies pour le dépôt de la motion de défiance. Autrement dit, il n'a pas été à la hauteur, il n'a pas convaincu et que cette fois-là, peut-être que probablement les élus nationaux veulent lui réserver les mêmes sorts que celui qui a été réservé au ministre de l'économie. Non, je vais rappeler que toutes les tendances, toutes les forces à l'Assemblée nationale ont applaudi le vice-premier ministre. Je peux dire à 80%. Mais après, il y a une motion à gestation. Maintenant, c'est la question. Non, c'est pas une contradiction. C'est là que nous sommes en politique. C'est très important que je m'explique un petit peu. Et donc, il faut faire très attention parce que je ne suis pas sûr. Tout en ne refusant pas à ces députés-là de prendre l'initiative d'interpeller le vice-premier ministre, comme tout autre ministre, et même d'en déposer une motion de défiance. Mais la question que je me pose, la motion va se baser sur quelle matière? Est-ce qu'il y a une nouvelle matière? Parce que celle à laquelle le vice-premier ministre a été invité était vidée, et que les députés étaient satisfaits. Non, les députés eux-mêmes. Moi, je ne suis pas votant, je ne suis pas élu. Les députés étaient satisfaits et donc le vice-premier ministre est sorti avec acclamation de l'hémicycle. Mais après, donc, motion à gestation. Est-ce que nous ne sommes pas ici dans une stratégie d'acharnement? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'assister à des forces centrifuges obscures qui veulent épulcher, je veux dire, qui veulent déplumer le président de la République, le dépouiller de ses vrais lieutenants? Je ne vais pas ici anticiper sur les coups, parce que l'UDPS a été un parti dont on a voulu détruire, vous vous rappelez bien, la guerre Kamoina-Nsapu, c'est pour détruire Etienne Tshisekedi de sa base, et ensuite nous avons vu tout ce qui s'est passé. Il faut faire très attention sur certaines questions, il risque de se servir des parlementaires pour régler des comptes. Le vice-premier ministre s'était savamment expliqué. Il a vidé la question orale avec débat de l'honorable Jean-Pierre Kayembe. Je me pose la question sur quelle matière cette motion se base. Si ce n'est pas de l'acharnement, il faut faire très attention. Tout ce qu'on voit ici à Kinshasa, il y a criminalité, des délinquants communément appelés Kuluna, il y a insécurité au Sankourou, insécurité ici comme là. Est-ce que vous pensez que peut-être les élus qui ont applaudi sont les élus de l'UDPS et que la majorité des élus pensent que Daniel Asselo n'a pas été à la hauteur de sa tâche et que cette fois-ci, il faut le déchoir pratiquement? Les élus de l'UDPS, je ne pense pas qu'ils sont au-delà de 50. Donc, l'UDPS est allié, disons-le comme ça. Oui, alors si l'UDPS et alliés ont soutenu Daniel Asselo, donc ils ont la majorité. Donc la majorité parlementaire l'a soutenu, donc il faut se plier à cette majorité-là. Nous reconnaissons l'opposition au sein de ce Parlement, et donc l'opposition a joué son rôle, mais les réponses de Daniel Asselo, de mon point de vue, et d'ailleurs du point de vue de l'opinion qui était dans cette salle, l'opinion ici, c'est l'ensemble des députés, c'est ces salves d'applaudissements, c'est cette reconnaissance, et même l'auteur de la question s'est dit satisfait. C'est cela la question. Donc à un moment donné, il ne faut pas aller chercher le pouls, alors qu'en réalité, la question a été résolue. La question qui se pose, et vous avez raison de la poser, c'est que sur quelle base cette motion va se poser, sur quelle matière? Est-ce qu'il y a une nouvelle matière? Au cas où elle serait déposée, vous pensez qu'il va survivre?
La motion sera traitée à l'interne parce que j'ai l'impression qu'à la tête du bureau de l'Assemblée nationale se trouve une personne de 3e âge, le président Mbosso, qui va poser la question. Je présume il posera la question à son collègue. Mes collègues, vous venez de déposer la motion sur quelle matière? Parce que le vice-premier ministre a vidé toutes les questions ici, vous avez applaudi, il a même consacré la journée de mardi. Collègues, sur quelle matière? Si c'est pour les matières dont vous avez déclaré recevable ces explications et que vous l'avez accepté, donc je ne trouve pas d'importance. S'il y a une nouvelle matière, ils pourront l'inscrire. S'il n'y a pas de nouvelle matière... C'est la majorité qui va décider. Non, c'est d'abord et avant tout le président avec le bureau qui, lorsqu'on dépose la motion, bon voilà, ils sont à plus de 70 personnes, ok, députés, ben, on verra de l'opportunité et des matières qui constitue cette motion-là. C'est de cela qu'il s'agit. On ne dépose pas une motion pour rien. Je ne suis pas... Il ne faut pas m'amener à parler ici d'émotions, d'acharnement, de motions. On ne doit pas être des trafiquants d'émotions. Pas du tout. Donc, les députés jouent leur rôle et il n'y a aucune influence politique de la part de la majorité du président Tshisekedi. Le président... Et d'ailleurs, très important à souligner, c'était vendredi. Le vice-premier ministre Daniel Asselo devait se rendre au conseil des ministres, mais il a demandé l'autorisation du premier ministre et du chef de l'État qui lui ont dit allez vous défendre auprès du souverain primaire. Voilà. Très bien. Donc il s'est incliné et il a brillamment terminé son intervention. Très bien. Alors, avant de parler du Sankuru pour quelques minutes seulement, je ne vais pas vous retenir pour cette question. Elle est très complexe. Mais lui-même s'est plaint du fait qu'il est mal entouré, un peu comme son chef, comme le président de la République. Est-ce qu'il se pose un problème d'entourage toujours dans les chefs de ceux qui nous dirigent, où ils ont, et même les problèmes de recruter des bonnes personnes pouvant les accompagner dans les travaux? Pour le cas de Daniel Asselo, on dit toujours qu'il est très mal entouré. C'est parmi les ministres les plus mal entourés, d'après mes informations. Mais depuis qu'il est là, il n'a jamais chassé quelqu'un. Il est toujours avec son entourage. Mais il a quand même le luxe de se plaindre en public. N'est-il pas en train de se prévaloir de ses propres turpitudes? Une fois de plus, comme pour le président de la République, je dirais la même chose pour lui. Je n'ai pas qualité ici. Je ne fais pas membre de son cabinet. Je n'ai pas qualité de juger de sa décision de choisir ses collaborateurs. Je ne les connais pas. C'est lui qui les connaît. Et que donc, une fois de plus, c'est lui le chef. S'il constate que l'un ou l'autre de ses collaborateurs se comporte de façon incompétente, il faut le virer tout simplement parce que là il est au service de la nation et donc il n'y a pas de complaisance. Donc je n'ai pas un jugement à émettre sur ses collaborateurs, mais je vais émettre un jugement sur les résultats de son travail. Il n'y a pas que les chefs qui travaillent, les chefs c'est aussi son entourage et que donc s'il arrive que l'on constate, comme il a fait lui-même, qu'on ne l'a pas trop aidé, ben, le moment est arrivé qu'il sanctionne. Est-ce que ce n'est pas un problème de l'IDPS? Parce qu'au sommet de l'État, on se plaît, quelqu'un de l'IDPS dirige le pays, un problème de casting. Même certains de leurs communicateurs l'ont souvent décrié sur les réseaux sociaux, autant pour les médias traditionnels. Ministre VPM de l'Intérieur, issu de l'IDPS, toujours problème des collaborateurs. Est-ce qu'il ne se pose pas un problème d'hommes de qualité à l'IDPS au point que ceux qui servent l'État aujourd'hui démontrent leurs limites dans le choix des collaborateurs et dans leur laxisme de ne pas sanctionner les collaborateurs qualifiés de médiocres? Non, pas du tout. À l'IDPS, il y a énormément, il y a une crème terrible. Si vous avez rencontré le vice-premier ministre Daniel Asselo dans son métier, dans sa profession de tous les jours, c'est l'un des avocats les plus brillants que nous connaissions dans le barreau, je crois, entre Matete ou Gombe, et qui vit avec sa famille de façon décente depuis des années. Et il faut vous rappeler aussi que c'est à l'UDPS qu'on a toujours pioché, qu'on a toujours débauché tous ceux qui sont au FCC, tous ceux qui sont au MLC, tous ceux qui sont ensemble, la plupart d'entre eux, pour ceux qui sont, je veux dire, à l'UNC, la plupart d'entre ces gens, ils viennent de l'UDPS. Donc, c'est la crème était déjà partie. Non, c'est la plus grande. Les reliques aujourd'hui, les Jacquemin Chabani, les reliques aujourd'hui démontrent les insuffisances. Les Jacquemin Chabani qui ne sont jamais servis. Non, c'est pas qu'ils sont. On peut pas. Le problème ici, c'est pas venir se servir. Les meilleurs ne sont pas servis. Non, le problème n'est pas. On utilise souvent les faibles. Non.
Je crois que nous sommes à un match aller et il y aura un match retour. Voilà, tout le monde sera servi à la face pour tout le monde. Merci beaucoup. Vous soutenez le chef de l'État, mais un peu critique. Non, de ce côté-là, je ne mâche pas les mots parce que je préfère blesser et c'est pour ça que je ne suis pas toujours le bienvenu quelque part dans certains milieux. Je le dis ici, moi je dépends de personne. Je préfère blesser le président Félix Tshisekedi avec de vérité que de le tuer avec du mensonge. Et à ce côté, il y a beaucoup trop du mensonge. Très bien, que lui-même ne voit pas souvent. Il le voit. Mais ne sanctionne pas. C'est un chef, il agit quand il faut. Très bien, Timothée Chaumba Chucha. Il a un peu le verbe facile comme son aîné Lambert Mindo Malanga. S'agissant du Sonkourou, il y a des élections qui se pointent à l'horizon. Vous avez vu ce qu'a été les élections de la fois dernière. Quelle est votre lecture par rapport aux élections qui viennent? Est-ce que nous pouvons espérer quelque chose de mieux qu'est-ce que nous avons vécu aux dernières 3 années? Oui, mais là, une fois de plus, c'est la question des députés provinciaux parce que c'est eux qui sont les électeurs. Je vais attirer leur attention ici sur le fait que le vice-premier ministre l'a souligné, d'ailleurs, l'a soulevé à l'hémicycle lorsqu'il se défendait. C'est que ça fait 3 ans que cette province, c'est la dernière de toutes les provinces, qui n'a même pas un édit, qui n'a même pas 1 centimètre de route. Il n'y a 0 projet. Si les députés provinciaux, et c'est l'occasion par votre micro, votre plateau de télévision, de les interpeller ici, s'ils ont été félicités d'avoir refusé les mots d'ordre du FCC pour élire quelqu'un dont on connaît la gestion sans cours. Et s'ils ont été félicités d'avoir élu Moukoumadi qui n'avait pas un seul député. S'ils ont été félicités parce que lorsque Moukoumadi a montré ses limites, ils l'ont destitué. S'ils ont été félicités d'avoir répondu plusieurs fois aux appels du président de la République qui les a convoqués à Kinshasa à travers le ministre de l'Intérieur, ce sont les prédécesseurs comme le maître Daniel Asselo. Ils ont été ici plusieurs fois, même avec la ministre près le président de la République, la ministre près le Parlement. Ils ont été avec le président du Sénat. Ils ont été reçus même par le président de la République. Je leur rappelle ici qu'ils ont pris un engagement avec le président de la République de ne plus bloquer la province. Mais je leur dis une seule chose. Le président vient de leur tendre un petit piège pour voir s'ils seront pris dans leur propre dans le mot. Le président a désigné l'UDPS, parce que le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, travaille en synergie avec le président qui est issu de son parti. Ils ont désigné Norbert Yamba, qui est candidat de l'UDPS. Toutes les autres forces de l'Assemblée provinciale vont se retrouver à partir du vice-gouverneur et des membres du gouvernement. Je leur invite à ne pas bloquer la province. C'est leur propre province. 3 ans après, nous n'avons rien. Le chef de l'État venait de lancer le programme auquel ils ont assisté à l'Assemblée nationale ici, le programme des 145 territoires, un programme de développement à la base. C'est une façon pour eux de voter un candidat du président afin qu'ils puissent le surveiller parce que nous aurons avec nos 6 territoires de l'argent et des projets qui vont être soutenus et qui doivent donc contrôler. Qu'ils prennent la conscience de la nécessité de débloquer cette province-là et de ne pas tenir compte des considérations d'ordre financière. D'ailleurs, ce sont des députés à féliciter parce que le ticket de 2018, je vais dire 2019, de Lambert Mende et du cousin de Moïse Kanga, ce n'est pas l'argent qui manquait, ce n'est pas le mot d'ordre qui manquait de leur ancienne autorité morale, Joseph Kabila, mais les députés provinciaux du Sonkourou ont montré qu'ils voulaient servir leur peuple. Ce sont des députés dignes. Et je leur demande de rester dignes en respectant leurs paroles devant le président de la République, en votant son candidat, que je ne connais pas, Norbert Yamba, c'est pas quelqu'un que j'ai rencontré une fois. Vous pensez qu'il a été désigné par le président de la République? Il a été désigné par l'UDPS, et l'UDPS, c'est un parti qui fonctionne dans la discipline des autorités. Parlons de la réelle politique. L'UDPS n'a aucun député à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale du Sonkourou. Par quel mécanisme va-t-il être élu gouverneur de province? Oui, parce que tous ces députés appartiennent maintenant à l'Union sacrée. Voilà. Tous ces députés appartiennent à l'Union sacrée et que vous pensez qu'ils sont en bonne relation avec non seulement l'UDPS, mais aussi avec Norbert Yamba. On a vu, il n'y a pas très longtemps, des relations très tumultueuses entre, d'un côté, le président de l'Assemblée provinciale et de l'autre côté, le VPM de l'Intérieur issu de l'UDPS. Vous pensez que
les choses se sont améliorées et que cette fois-là, l'Assemblée provinciale du Sankuru va finalement faire confiance à Norbert Yamba qui a déposé tardivement d'ailleurs sa candidature. Bon, on sait tous qu'il n'est pas en bon terme avec un bon nombre d'élus au niveau de l'Assemblée provinciale du Sankuru. Non, en ce que je sache, Norbert Yamba n'a jamais eu un conflit avec qui que ce soit. Je sais qu'il y a toujours un peu d'humeur entre le président du bureau de l'Assemblée provinciale et l'actuel vice-premier ministre, au motif que le vice-premier ministre ne s'était pas initié vite dans les affaires, dans les turpitudes qu'a créé Moukoumadi. Et cela a donné l'impression comme si le vice-premier ministre soutenait Moukoumadi. Non, il ne le soutenait pas, il attendait, parce que le vice-premier ministre il ne pouvait pas révoquer le gouverneur. L'Assemblée provinciale a joué son rôle, les cours et tribunaux ont tranché, le VPM a constaté et donc a désigné l'intérimaire. Donc c'était un problème de temps. Alors pour ce qui concerne l'élection du prochain ticket, c'est un ticket essentiellement de l'Union sacrée et donc je me base sur le fait que ces députés sont tous de l'Union sacrée, mais aussi ces mêmes députés ont donné leur parole d'honneur au président de la République. Donc de ce point de vue, ils vont faire le choix conformément à leur famille politique, mais également au fait qu'ils ont comme adultes, comme des hommes d'État, donné la parole au président de la République, chef de l'État. Très bien, on va finir par cette question, c'est votre domaine de prédilection, conflit congolo-rwandais. Vous savez très bien que les FARDC ont dénoncé les soutiens du Rwanda au M23 pour agresser notre pays, mais tout de suite après, la communication a été désorientée au plus haut sommet du gouvernement de la République. Patrick Mouyaya a complètement désorienté la communication de l'armée et ça donne l'impression d'un gouvernement qui soutient le Rwanda, qui agresse la RDC par les trichements du M23. Est-ce que vous pensez à la théorie de l'État complice contre l'agression du Congo? Je ne parlais pas de l'État complice, mais je vais parler plutôt de la complaisance de certains acteurs politiques, ministres soient-ils. Nous avons plusieurs rapports qui attestent que le Rwanda abrite des groupes armés qui déstabilisent la RDC. Nous avons plusieurs rapports, y compris celui des Nations Unies, qui attestent que le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda ont agressé la RDC et abritent de groupes armés. Le M23, lorsque ce mouvement a été défait, une partie est allée en Ouganda et une autre partie au Rwanda. À partir de ce pays-là, et pour votre information, on ne peut pas attaquer un pays lorsqu'on n'a pas une base arrière. On ne peut pas attaquer un pays lorsqu'on n'a pas une base arrière. Et la base arrière du M23 se trouve au Rwanda, qui les ravitaille en entraînement, en munitions et en logistique. Ça, c'est un premier élément. Un second élément, pourquoi est-ce que le M23 est en train de faire ce mouvement? Vous avez parlé de l'échec du mouvement de l'état de siège. Non, ce n'est pas un échec. En réalité, les groupes armés qu'il y a dans le Kivu et dans la grande partie de la province orientale n'ont aucune ambition de destituer les institutions de l'État, c'est-à-dire prendre le pouvoir à Kinshasa. Ce sont des groupes armés créateurs de minerais. Le Rwanda, lorsque je grandissais, la géographie économique nous enseignait que le Rwanda est un pays producteur de lait, de vaches et du thé. Ce n'est pas un pays producteur de l'huile de palme, ni de coltan, ni de l'or. C'est à partir du moment où ce pays a envahi la RDC avec le Rwanda et l'Ouganda, je veux dire avec le Burundi et l'Ouganda, que ce pays devient producteur, exportateur de l'or, du coltan et tout ce qu'on sait. Si un ministre congolais commence à s'excuser parce qu'on s'était vu dans une photo d'amitié avec Paul Kagame, responsable de millions de morts. Patrick Mouyaya, que j'apprécie énormément la communication et qui a été mon directeur de programme à CBS, n'a pas tenu une bonne communication, mais je crois qu'il l'a rectifié lorsqu'il est passé chez TV5. Le Rwanda n'est pas l'agresseur de la RDC. Et continuer à tergiverser pour ne pas le pointer de doigt, va conduire à l'échec même de l'élection du président sur cette partie du territoire national. Vous savez, l'élection dans les Kivu n'est pas tribale. C'est d'abord sécuritaire, c'est l'enjeu sécuritaire. Joseph Kabila a été massivement élu en 2006 parce qu'il a dit « Je suis le candidat de la paix et je vais parler avec tout le monde ». Et les groupes armés sont sortis. 2011, il a été réélu parce qu'il a dit « Non, j'ai 5 chantiers à réaliser. Maintenant, c'est la révolution de la modernité. Zéro pitié pour les groupes armés. » Et les gens ont tenté, mais le score a baissé. Vouloir justifier quelque chose du Rwanda,
c'est pousser le président de la République à un rejet par cette grande partie de la communauté qui vit dans le sud, nord, Kivu et même la province orientale. Donc je n'étais pas du tout d'accord avec la communication du ministre Patrick Muyaya, parce que nos militaires, notre armée a réussi à mettre la main sur ces éléments rwandais. Mais c'est notre ministre qui dit non, ben voilà. Non, 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 je ne suis pas du tout d'accord. Un autre élément qu'il faut dire, vous savez qu'il y a plusieurs rapports qui attestent que lorsqu'on arrête des militaires rwandais et qu'on les rapatrie dans leur pays, ces mêmes militaires sont réentraînés et à nouveau rejetés dans le Kivu pour semer des troubles. C'est plusieurs fois que nous avons ces rapports-là. Et que donc, il y a lieu de dire que lorsque le président a décrété, contre toute attente, l'état de siège dans le Kivu, ces groupes armés n'arrivaient plus à creuser. Et donc, les opérations se sont intensifiées dans les sites où se trouvent les carrés miniers. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La logique, c'est qu'ils n'ont plus le temps de creuser. Et donc, les usines à Kigali commencent à souffrir. Hein? À souffrir comme nous souffrons ici avec du carburant. Le stock n'y va plus. C'est ainsi que le président Kagame va activer le M23. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, si le ministre Patrick Mouya ne laissé pas faire cette analyse-là, moi je suis désolé. C'est parce que le président de la République a pris une décision inédite de traquer, d'abord de décréter l'état de siège, traquer ces groupes armés, et ensuite les résultats, c'est que l'économie de Kigali en pâtit. La même chose qu'il fait lorsqu'il est allé frapper aux portes du président Museveni pour qu'ensemble, en plus, parce que nous avons un groupe armé, les FDLR, hein, les ADF, qui est un groupe ougandais. Et donc Paul Kagame n'était pas de bon oeil pour lui qui a des visions expansionnistes, c'est que l'armée ougandaise va entrer dans le Kivu, là où il estime que c'est sa plate-bande. Le président de la République est chef de l'État congolais, il est commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, il est donc garant de la nation et il prend des relations diplomatiques, des relations diplomatiques je vais vous relancer, Timothée Chaoumba Choucha. On nous a vanté qu'au nom de la paix, un accord a été signé entre le Rwanda de Paul Kagame et la RDC de Félix Tshisekedi de céder la raffinerie de nos minéraux au niveau du Rwanda, notamment l'or. Au nom de la paix, hein, c'est toujours un conseiller du président de la République qui l'avait dit. Un autre avait dit à Kigali qu'on est prêt à défier le monde pour montrer que le Rwanda et le Congo peuvent vivre ensemble. On a mutualisé nos forces, vous le savez aussi. Donc on a tout donné au Rwanda au nom de la paix. Le président congolais, Félix Tshisekedi, est très en amitié avec Paul Kagame, qui l'appelle son frère et son ami, même quand celui-ci nargue nos morts et nargue le prix Nobel de la paix. Mais l'armée déclare quand même que le Rwanda soutient les M23 pour nous agresser. Mais du côté congolais, au plus haut sommet de l'État, face à cette agression militaire du Rwanda, le président Félix n'a dit mot. Certaines personnes ont développé les principes de l'État complice. Si l'État congolais n'est pas complice dans l'agression de son pays par le Rwanda, c'est qu'au plus haut sommet de l'État, on peut dire que le sommet de l'État est complice de l'agression dont nous sommes victimes. Non, premier élément, il faut savoir que le président de la République, tout chef d'État a trois options sur sa table. L'option politique, l'option diplomatique et l'option militaire. En ce qui concerne l'insécurité, la déstabilisation du Kivu, le président de la République a opté pour l'option politique et donc parler avec tous les notables qui sont là, qui est option politique et sociale. L'option militaire, il a activé l'état de siège. L'option diplomatique, nous avons les mécanismes conjoints de vérification des accords et des traités que nous avons signés. Oui, nous pouvons vivre avec le Rwanda, avec tous les pays voisins dans la paix, et ça a été la première option de pacification, de normalisation. Qui a montré ses limites, hein, de normalisation, qui a totalement échoué. Je vais arriver. Voilà. De normalisation de nos relations. Il faut savoir que moi je vis en Belgique, comme vous l'avez dit, mais la Belgique a été envahie par l'Allemagne. L'Allemagne vit aujourd'hui avec la France. On peut arriver à cohabiter avec nos compatriotes africains qui sont de l'autre côté de la frontière, que ce soit au Burundi, au Rwanda, en Ouganda et comme ailleurs. Oui, la bonne volonté du président de la République a été prouvée jusqu'ici, mais comme un sorcier, vous pouvez tout lui donner, il prendra votre tête.
Donc, le président de la République... Ne savait-il pas que Paul Kagame ne respecte pas ses engagements? Par le passé, il a déjà démontré. Le président Tshisekedi a une qualité que beaucoup de gens n'ont pas, et même moi-même, je n'en avais pas. J'essaie de la cultiver. Il vous donne l'impression qu'il ne connaît rien. C'est comme ça qu'il a tendu la main à Paul Kagame. Nous étions avec le président Félix Tshisekedi à l'opposition lorsque nous avons tenu des conférences en Belgique, au Canada, aux États-Unis, partout au niveau de l'Union européenne pour dénoncer ce qui est fait Kagame dans le Kivu. Maintenant, il est aux affaires, il ne peut plus se comporter comme Patrick Lokala et Timothée. C'est un chef d'État qui doit avoir de la retenue et qui doit privilégier cette normalisation de relations. Mais à un moment donné, comme entre les États, il n'y a que des intérêts, et que Paul Kagame continue à occasionner des morts chez nous, parce que l'exploitation de nos minéraux lui est privée par le décret de l'état de siège, nous n'allons pas continuer à nous montrer amical envers lui. Nous devons, et vous avez dit que le président ne s'était pas exprimé, c'est faux, il s'était exprimé parce que le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a convoqué immédiatement, et c'est dans les usages de relations internationales, de convoquer la sécurité de l'État était menacée. Oui, exactement, convoquer l'ambassadeur. Il y a eu 8 Maliens au sommet de l'État. Oui, Djiboutiens, je veux dire, Érythréens ou Somaliens qui sont morts. Puis bon, voilà, le Mali a eu des moments difficiles avec ses voisins. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a convoqué l'ambassadeur. C'est dans les pratiques. Donc, on a convoqué l'ambassadeur Vincent Karega qui s'est expliqué. Qui a rejeté la déclaration de FARDC. Le Rwanda ne pourra que rejeter. Le Rwanda met dans le sac et ne l'acceptera pas. Quelles sont les sanctions prises pour... Maintenant, l'état-major général... On a comme l'impression que le gouvernement, le président de la République est déconnecté totalement des réalités de l'armée qui reconnaît l'agression rwandaise. Pour votre information, l'état-major de FARDC a été mis en alerte. Un conseil supérieur de la défense est entendu dans les heures qui viennent. Depuis, hein? Non. La terre du VT. Vous savez combien d'activités nous avions lorsque nous étions agressés? Tous nos ministres n'étaient pas ici. La plupart d'entre nos dirigeants étaient au Qatar. Nous avions un match à livrer avec le Maroc. C'est un certain nombre de choses parce que tous nos ministres font un tout au sein du gouvernement. L'action qui est menée par le ministre de l'Intérieur est portée par le ministre de la Défense, portée par le ministre des Affaires étrangères, mais par le ministre de la Santé aussi, parce que lorsque nous perdons des gens, lorsqu'on attaque notre ministère, même des Affaires humanitaires, doit intervenir. C'est un tout. Et d'ici là, vous vivrez d'abord des réformes qu'il y aura au sein des FARDC, et comme on est en train de le faire au sein des services de sécurité civile. Je n'ai pas parlé de questions de sécurité ici, parce que les services attitrés sont en train de le faire. Mais la complaisance avec le Rwanda, c'est terminé. Le Rwanda... Vous pensez que le président Félix est un peu complaisant avec Paul Kagame? Le président Félix, on a vu la photo en Jordanie, souriant. Oui, nous l'avons... 2 jours après, le Rwanda nous agresse. Oui. Puis après, le président ne dit rien. Oui. On dit qu'il ne peut rien contre Paul Kagame. Oui, vous savez ce que nous avons dit il y a 2-3 ans ici, qu'il ne peut rien contre Joseph Kabila, qu'il ne peut rien contre le FCC. Et il y en a qui disaient on ne peut pas nous intimider. Où en sommes-nous? Le président Félix Tshisekedi est un cuisinier qui, à un moment, lorsqu'il n'a pas d'huile pour cuire son poulet, il va griller le poulet avec sa propre graisse. Kagame sera pris et il est pris dans son propre piège, dans sa turpitude dans le Kivu. Vous verrez dans les... Le président Tshisekedi, c'est comme un locataire. Il arrive, il trouve son local très sale. La première des choses, c'est quoi? C'est nettoyer à l'eau et nettoyer aux produits. Et ensuite, mettre la peinture. Et ensuite, commencer à poser les meubles. Lorsqu'il aura tout terminé à l'intérieur, qu'il va aller dans le jardin. Donc il a fallu qu'il fasse le ménage à l'intérieur du pays avec un allié encombrant qui était le FCC. Ensuite, il va aller voir la question régionale. Voilà, vous êtes nationaliste? Je suis nationaliste, oui, je n'ai pas peur de le dire. Je l'ai toujours dit même au niveau des Nations Unies. Vous êtes lumumbiste? Je suis lumumbiste de sang et d'idéologie. Lumumba chassé un Belge pour avoir déclaré qu'avant l'indépendance est égale après l'indépendance. Oui. Vous pensez que si Lumumba était encore vivant et que le Rwanda agressait le Congo, lui en tant que Premier ministre ou Président de la République allait réagir comme Félix Tshisekedi? Vous me posez la question parce que je suis chef de l'État ou parce que je dois répondre à la place du Président?
Je ne vous pose pas de questions, mais je constate que je suis encore analyste politique. Et si moi, j'étais à la place du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, j'allais expulser l'ambassadeur rwandais sur mon sol. J'allais fermer les frontières avec le Rwanda. Et j'allais convoquer le Conseil supérieur de défense immédiatement. C'est ce que le président est en train de faire d'ici là. Je l'encourage. Mais le tempérament du président Tshisekedi est différent du tempérament de M. Timothée. Et les options, le président connaît énormément de choses sur sa table et il prend des décisions à bon escient le moment venu. Donc je vous ai parlé comme futur président de la République parce que vous l'avez voulu, mais je ne peux pas répondre à la place du président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi. On est arrivé à la fin. Un mot à la population que je suis. Mbokese Koufa Nango. Mbokese Koufa, passeport Ezalaki Namaboko Yamutumoko. Aujourd'hui, le passeport, on vous a remis au prix que vous avez voulu. Bukangalozo, la relance agricole qui a été, et même le service national tant vanté par les kabylistes, c'est le fils d'Etienne Tshisekedi qui a ouvert ça. Même si on sait aujourd'hui que Bukangalozo va servir à la culture du chanvre. Nous allons veiller à cette situation, nous n'avons pas besoin de délinquance ici, c'est une question qui va se saisir. Moi, je ne suis pas un homme complaisant, je soutiens le président de la République, je n'accepte pas des choses qui vont énerver notre population. Un mot de la fin, c'est vous remercier pour tous les efforts que vous faites pour informer la population. À un moment donné, il faut qu'il y ait des médias qui disent la vérité, et le vôtre en est un, et donc mes sincères félicitations et des encouragements. Le métier de journaliste en Afrique et en RDC n'est pas très facile, mais il faut y aller. Très bien, je recevais pour vous Timothée Chaomba Chocha. Il est analyste politique, il est stratège, spécialiste de relations internationales. Il connaît les questions de guerre et coopération et tout ce qui concerne les domaines militaires ou les relations entre États. C'est quelqu'un qui pouvait bien aider le VPM des affaires étrangères qui a démontré de ses limites. Vous savez que votre frère, Christophe Lutumula Pala, n'est pas à la hauteur selon beaucoup de gens. Il aurait été mieux pour lui d'être ministre de l'Intérieur plutôt que d'être ministre aux Affaires étrangères. On dit souvent que c'est le chef de l'État qui fait le boulot à sa place. On a déjà fini l'émission, mais bon. Vous me redonnez la parole. Je n'ai jamais vu le président, le vice-premier ministre Christophe Lutumula être interpellé à l'Assemblée comme au Sénat. Peut-être qu'il s'est expliqué pour un certain nombre de choses. C'était un ancien brillant parlementaire, un ancien brillant magistrat. Jusqu'à présent, j'estime qu'il est en train de mener le ministère de la manière dont il a défini les lignes de conduite et qui a été adopté par le gouvernement. Donc je n'ai pas de critiques à faire, mais à sa place, je ne ferai pas la même chose que lui. Très bien. Ce qui veut dire qu'il ne fait pas correctement. Non, il peut le faire correctement, mais pas de la manière où moi je l'attendrai. Très bien. Parce qu'il a préféré convoquer l'ambassadeur, mais moi je l'aurais tout simplement accordé 48 heures et parti de mon pays. Voilà, dernière question. Excusez-moi, c'est une question que j'ai prévue, mais j'ai perdu de vue. Quels sont les points de dissemblance et des ressemblances entre le président Kabila à l'époque et le président Félix Tshisekedi actuellement? Le président Félix Tshisekedi lutte réellement contre la corruption. Il relance l'agriculture, alors que le président Joseph Kabila a tué l'agriculture. Il a même étouffé le programme de son père, le service national. Le président Joseph Kabila a détruit nos eaux pour construire le sien. Au fait, lui, il prenait tout ce qu'il y avait à nous et il faisait pour lui. Il créait des hôpitaux et il tue Mamayemo. Bon, nous, c'est pas comme ça. Le président Félix Tshisekedi, il dit non, il faut commencer à redonner, à manger aux Congolais. Il relance l'agriculture, il ressuscite le service national. Et on arrive et il dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut lutter contre la corruption. Nous avons l'IGF. Et les manifestations, je ne vois plus mon aîné Martin Fayulu manifester parce qu'on manifeste librement à Kinshasa, 0 mort, 0 répression. Donc, voilà, un peu, nous pourrions revenir sur ces grands tableaux de la différence entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Mais en dernier mot, je vais vous dire que le président Joseph Kabila est un félin. Félix Tshisekedi est un agneau, mais qu'il ne faut pas prendre à la légère. Merci beaucoup. Finalement, c'est un bélier. Merci beaucoup, Timothée Chaomba Chocha. On est à la fin. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Patrick Lokala TV et on se retrouve très bientôt.